On va maintenant parler de financement des études avec Walid Behar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'EdBridge, une start-up qui est incubée à Station F, et vous voulez disrupter le financement des études supérieures. Comment est-ce que vous êtes intéressé à cette problématique ? Alors cette problématique a été inspirée de nos propres problèmes qu'on a vécu à l'époque, mon associé Amine et moi, quand nous étions étudiants étrangers. Donc Amine, il a postulé aux écoles américaines et a dû être sauvé au dernier moment par une bourse de l'État américain, la Fulbright, qui prend quelques éléments dans chaque pays. Et moi, j'ai eu un souci de flexibilité de remboursement de la dette, puisque mon rêve était de faire de la banque d'affaires et il fallait attendre plusieurs mois après le diplôme. Or, les crédits actuels ne vous donnent pas cette période gracieuse et ne s'adaptent pas à la flexibilité dont vous avez besoin à la sortie du diplôme. D'accord. Donc du coup, vous vous êtes dit, je vais trouver une solution. Et alors, quelle est-elle, cette solution ? Alors, la solution est simple, c'était de dire, si on veut donner un accès au financement tout en donnant une flexibilité de remboursement qui s'adapte au projet professionnel des étudiants, on va non plus du tout donner des prêts, mais indexer le remboursement de l'investissement dans les frais de scolarité sur les salaires. Ça veut dire qu'un étudiant aujourd'hui ne va plus payer un montant fixe, mais va payer un pourcentage de son revenu futur sur une période limitée. C'est-à-dire que je comprenne bien, vous avez votre étudiant qui part faire des études dans une grande école, parce que c'est de ça dont on parle, Ouais. et qui en fait ne va rien rembourser pendant la durée de ses études, mais remboursera effectivement après ses études grâce à une partie du salaire qu'il va percevoir. Exactement. C'est un investissement dans son talent qui va suivre du coup la performance de l'étudiant. Si l'étudiant prospère, l'investissement prospère. Si l'étudiant est confronté à des difficultés volontaires ou involontaires, par exemple la perte de l'emploi, on back l'étudiant contre le risque de la volatilité de l'employabilité. C'est-à-dire que si l'étudiant ne travaille pas, il ne paye pas. S'il gagne moins, il paye moins. S'il gagne plus, mais avec un cap, bien sûr. Alors ça veut dire qu'il rembourse un pourcentage qui est évolutif ? Le pourcentage est fixe, c'est le même. Prenons un exemple. Disons que si par exemple vous allez gagner 50 000 euros l'année et que vous avez signé un contrat de 10%, vous allez payer 5 000 euros. D'accord. Si vous gagnez ensuite 100 000 euros, vous allez payer 10 000 euros. La seule différence, vous n'allez jamais vous retrouver dans une situation de surendettement, puisque ce pourcentage-là sera toujours en proportionnel de votre capacité de gain et du coup à générer un salaire. Alors, je n'ai pas vraiment d'idée des taux des emprunts étudiants, mais quand vous me parlez de 10%, ça me paraît quand même beaucoup, non ? Alors, il faut distinguer entre le taux d'intérêt et le pourcentage de prélèvement sur un salaire. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Quand moi, j'ai pris un crédit de 21 000 euros sur 7 ans, je devais payer dans les 700 euros par mois. À la sortie du diplôme, vous allez faire quelque chose autour de 2 200 à 3 500 euros net quand vous sortez d'une grande école. Si on prend une moyenne, vous allez vous retrouver facilement en train de payer entre 10 et 30% du salaire que vous générez mensuellement. D'accord, mais en termes de somme versée au final, ce sera plus important avec votre solution. Alors, tout à fait. Nous, on ne veut pas être une solution moins chère, on veut être une solution 10 fois moins risquée. C'est-à-dire que le pari qu'on fait, c'est de dire aux étudiants, vous ne savez pas à quoi va ressembler votre carrière future. Vous pouvez entreprendre, vous pouvez arrêter l'emploi pour aller étudier et acquérir des compétences. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec les instruments traditionnels ? Vous continuez à payer. D'ailleurs, l'idée est venue d'un constat. Et quand on est parti à Berlin, il y a un ami qui m'avait dit, moi j'aimerais changer d'emploi, mais je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que mon remboursement de dette étudiante ne s'arrête pas du moment que je décide de changer de carrière. Et l'idée aussi, c'est évidemment d'amener peut-être plus de mixité sociale dans ces grandes écoles-là, parce que parfois on a des étudiants qui juste n'ont pas accès à ces outils traditionnels dont vous parlez. Absolument. Pour faire tout simple, si vous n'avez pas de garant français, vos chances d'obtenir un prêt dans les banques françaises et même dans les banques internationales sont égales à 0. Du coup, nous, on veut d'abord donner accès à l'éducation aux top talents qui arrivent à être admis dans les écoles et qui voient leurs rêves s'évanouir faute de moyens financiers. Mais on veut aussi, à la sortie du diplôme,
leur permettre d'enlever cette épée de Damoclès que représente la dette et qui vous force à prendre le premier emploi venu parce que la banque vous attend au retour pour rembourser votre dette étudiante. Donc là, l'idée, c'est de donner du temps finalement pour choisir le bon emploi. Alors, donner de la confiance au talent d'abord, puisque on investit dans le talent et c'est purement un investissement, puisqu'en réalité, on va financer des personnes sans collatéral et sans garant, et ensuite donner du temps à la sortie du diplôme, mais tout au long de l'évolution de la carrière, puisqu'encore une fois, une dette classique ne s'arrête pas, alors que nos accords de partage de revenus vont suivre cette évolution-là. À quel type de profil est-ce que vous vous adressez aujourd'hui ? Alors, on commence par financer les hauts potentiels admis dans les grandes écoles mondiales, donc de HEC à Harvard en passant par Oxford et d'autres écoles. L'idée, c'est de tout simplement effacer l'idée de se dire je suis admis dans cette école-là et je ne peux pas y rentrer faute de moyens financiers. Et on espère, et c'est notre ambition future, d'évangéliser autour de ce produit-là pour qu'il devienne un produit mainstream, parce qu'aujourd'hui, le risque de financement éducatif est complètement assumé par l'étudiant, alors qu'il y a tout un écosystème d'intérêts autour, les employeurs avec les entreprises, les écoles qui veulent monter dans les classements. Et donc nous, on est là pour un peu associer ces contreparties autour d'un contrat plus inclusif. Vous touchez quand même à quelque chose de compliqué qui doit s'apparenter quasiment à de la réglementation, pas bancaire, mais on ne doit pas être loin. Est-ce qu'en France, vous avez toutes les autorisations pour faire ça ? Comment est-ce que vous travaillez ? Alors vous faites bien de le souligner. On a commencé par trouver le salut réglementaire en Angleterre. Ah, c'est ironique quand même. Tout à fait. Bon, quelque part, c'est vrai que le monopole bancaire en France empêche une innovation, empêche la plupart des innovations financières faites par des startups parce qu'on est jeune et on doit quelque part apprendre de nos erreurs. Donc nous, on a appris en Angleterre et on a réussi à obtenir un passeport, l'autorisation, la possibilité d'avoir une autorisation pour un passeport européen et pouvoir faire des prêts aux étrangers en France. On espère collaborer avec les autorités de régulation plus tard pour un peu donner un second souffle à cette innovation qui a pour un premier but social avant d'avoir un but de retour financier. Vous avez déjà signé avec des étudiants dans certaines écoles aujourd'hui ou c'est encore un peu tôt ? Alors, nous, notre priorité, ça a été de d'abord garantir le fonctionnement de la machine. Donc, on a d'abord signé les partenariats avec quelques grandes écoles en France, en Angleterre et aux États-Unis. On a effectué une levée de fonds d'1,5 million de dollars pour pouvoir mettre en place toutes ces opérations et travailler sur l'aspect technologique, puisque notre solution va gérer le dossier du dossier de candidature jusqu'à le déploiement des fonds et ensuite la collection de ces fonds-là, du retour sur investissement pour les investisseurs entièrement de manière digitale. Et on compte financer en septembre 2020 un batch d'étudiants allant de 50 à 100 étudiants. On vient d'annoncer récemment notre levée de fonds en dette, dans laquelle on compte faire contribuer les individus qui souhaitent investir des petits tickets, mais aussi les fonds d'impact, les fonds d'investissement socialement responsables, les family office et même les fondations. Vous vous considérez comme un entrepreneur social aujourd'hui ? Je pense, oui, parce que pour moi, l'entrepreneuriat social, c'est une manière sustainable, donc durable, de résoudre un problème du quotidien. Et le problème du financement de l'éducation est un problème assez majeur. EdBridge, dans 5 ans, ce sera quoi ? EdBridge, dans 5 ans, on l'espère, une fintech qui financera des centaines de milliers d'étudiants de partout dans le monde et qui va, du coup, petit à petit, se développer dans le monde de l'éducation et commencer à financer d'autres parcours diplômants. Comme notre instrument est intimement lié à la performance du diplôme qu'on choisit, on espère demain peut-être financer les écoles de code informatique et des écoles, on va dire, moins sélectives pour donner de la chance pour tous un peu partout. Merci beaucoup Walid Bea. Merci. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'EdBridge. Merci d'avoir été avec nous. Bismart, l'émission, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismart.